Le conte de fées le plus glamour et le plus tragique du XXe siècle est celui de Grace Kelly, une actrice hollywoodienne au sommet de la gloire qui abandonne tout pour devenir princesse de Monaco, mais dont la vie derrière les murs du palais princier fut infiniment plus sombre, complexe et tourmentée que n'importe quel scénario de film. Avant de plonger dans cette saga royale et hollywoodienne, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Grace Patricia Kelly voit le jour le 12 novembre 1929 dans une villa au sud-East Falls, à Philadelphie, au sein d'une famille où l'argent coule à flot mais où la discipline est impitoyable. Son père, John Brendan Kelly Sr., surnommé Jacques, est un Irlandais catholique devenu millionnaire grâce à son entreprise de briques, Kelly for Brickwork, qui a construit une bonne partie de Manhattan, et grâce à ses 3 médailles d'or olympiques en aviron remportées en 1920 et 1924. Il est un héros national, ami des présidents, collectionneur de voitures de luxe et de chevaux de course, mais aussi un patriarche autoritaire qui impose à ses enfants un régime spartiate. Sport à l'aube, messe quotidienne, repas frugaux. Sa mère, Margaret Catherine Magé, d'origine allemande et irlandaise, est une ancienne mannequin et professeure d'éducation physique à l'université de Pennsylvanie, une femme athlétique et rigide qui rêve pour ses filles d'une vie d'épouse modèle et de mère parfaite. La maison Kelly, une demeure coloniale de 22 pièces avec piscine et cours de tennis, est un havre de richesse ostentatoire où l'on parle peu d'amour mais beaucoup de devoirs. Grace est la deuxième enfant après Margaret Jr. Dite Peggy, née en 1925, suivie de John Jr. Dit Kell, en 1927, et enfin de Lisanne en 1933. Dès l'âge de 5 ans, Grace monte sur les planches lors des spectacles familiaux organisés dans le grand salon lambrissé. À 10 ans, elle incarne la Vierge Marie dans la crèche vivante de l'église Saint-Bridget, drapée dans un voile blanc, les yeux baissés, déjà habitée par cette grâce naturelle qui fera sa légende. À 12 ans, elle écrit et joue une pièce de théâtre pour un concours local qu'elle remporte haut la main. Ses parents voient en elle une future championne de natation ou une épouse de bonne famille, pas une actrice. Jacques répète souvent que le théâtre est un métier de fille perdue. Margaret, plus subtile, l'inscrit à l'Académie Ravenhill, un couvent chic pour jeunes filles de la haute société, afin de la redresser. Grace y excelle en expression dramatique mais rate son baccalauréat à cause des mathématiques. À 16 ans, elle annonce qu'elle veut devenir actrice. Son père explose de colère, Margaret pleure, mais Grace tient bon. En 1947, à 18 ans, elle s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Art de New York contre l'avis familial. Pour payer les $1 500 de frais de scolarité, elle pose comme mannequin pour des publicités de cigarettes All Gold, de savon Palmolive, de crème Pont-S, et même pour des magazines de mode. À 17 ans, elle accepte de poser nue pour un artiste peintre dans un atelier de Greenwich Village. Le scandale éclate dans la famille quand une rumeur parvient aux oreilles de Margaret. Son oncle George Kelly, dramaturge lauréat du Pulitzer pour The Show-Off, achète discrètement la toile pour étouffer l'affaire. Grace vit dans une pension pour jeunes filles respectables sur la 63e rue, sort avec des étudiants en théâtre, fume en cachette des Chesterfield, et découvre la liberté loin du regard parental. En 1949, elle décroche son premier rôle professionnel dans The Torchbearer de son oncle George au Bucks County Playhouse en Pennsylvanie. Les critiques locales la remarquent immédiatement, une présence magnétique, une voix cristalline, un port de reine. La même année, elle apparaît dans plus de 60 téléfilms en direct sur CBS et NBC, jouant des ingénus dans des dramatiques comme The Philco Television Playhouse ou Robert Montgomery Présent. Elle gagne $200 par semaine, assez pour s'acheter son premier manteau de fourrure et envoyer de l'argent à sa sœur Lisanne. En 1950, Hollywood appelle enfin. Le réalisateur Henry Hathaway lui offre un petit rôle dans 14 Hours, un thriller sombre avec Richard Bazar où elle incarne une jeune femme au bord du suicide. Grace signe un contrat de 7 ans avec la Metro-Goldwyn-Mayer pour $750 par semaine. Son premier grand rôle arrive l'année suivante avec High Noon de Fred Zinman, face à Gary Cooper. Elle y joue Amy Fowler, la jeune épouse quaker pacifiste d'un shérif confronté à un règlement de compte. Le film devient un classique du western, et Grace décroche une nomination au Golden Globe de la révélation féminine. Elle n'est pas encore une star, mais son élégance froide, son regard bleu glacier et sa diction parfaite intriguent les critiques. En 1953, elle part en Afrique tourner Mogambo sous la direction de John Ford, aux côtés de Clark Gable et Ava Gardner. Sur le plateau, entre deux safaris, elle entame une brève aventure avec Gable, de 30 ans son aîné, qui la surnomme « Ma petite princesse ». Le film est un succès mondial, et Grace remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle et une nomination à l'Oscar. À 24 ans, elle est la nouvelle sensation d'Hollywood. Mais c'est Alfred Hitchcock qui la transforme en icône absolue. En 1954, il l'a choisie pour Diadem for Murder, adaptation de la pièce de Frédéric Knott, où elle incarne Margot Wandis, une épouse adultère menacée par un mari jaloux interprété par Ray Milland.
Hitchcock, obsédé par les blondes inaccessibles, la surnomme « le glacier en feu » et la coache pour qu'elle dégage une sensualité contenue. Le film est tourné en 3D, une nouveauté à l'époque, et Grace porte une série de robes somptueuses qui deviendront légendaires. La même année, Hitchcock la dirige dans Rear Window, face à James Stewart, où elle joue Lisa Fremont, une socialité new-yorkaise qui aide un photographe immobilisé à résoudre un meurtre. Le film est un triomphe critique et commercial, et Grace devient la Hitchcock blonde, par excellence, incarnation de l'élégance et du mystère. En 1955, Hitchcock l'emmène sur la Côte d'Azur pour To Catch a Thief avec Cary Grant, où elle incarne Frances Stevens, une héritière riche poursuivie par un voleur repenti. Les scènes de conduite en décapotable sur les routes sinueuses de Monaco préfigurent ironiquement son destin. Entre deux prises, elle flirte avec Grant, mais refuse ses avances répétées. La même année, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour The Country Girl de George Seaton, face à Bing Crosby et William Holden, où elle joue Georgie Elgin, une femme brisée par l'alcoolisme de son mari chanteur. À 26 ans, Grace est au sommet. Contrat MGM renégocié à $75 000 par film, couverture de Life, Vogue, Paris Match, contrat publicitaire pour Lux Soap et Max Factor. Elle vit dans un appartement chic sur Doheny Drive à Los Angeles, sort avec les plus grands noms d'Hollywood, William Holden, avec qui elle a une liaison passionnée sur le tournage de The Bridge at Tokori, Jean-Pierre Aumont, le chat d'Iran Reza Pahlavi lors d'une soirée à Cannes, et même Clark Gable une seconde fois. Mais l'amour véritable frappe avec Oleg Cassini. Le couturier italo-américain, fils d'un comte russe exilé et frère de la chroniqueuse mondaine Scholik Knickerbocker, habille déjà Jackie Kennedy, Marilyn Monroe et Jane Tierney, dont il a été l'époux. Ils se rencontrent en 1954 sur le tournage de The Country Girl à New York. Cassini, divorcé, tombe fou amoureux de cette blonde inaccessible. Il crée pour elle le « Kelly Look », robe cintrée à la taille, col haut, gants blancs immaculés, sac à main structuré qui inspireront le futur Kelly Bag d'Hermès. Ils se fiancent en secret au printemps 1954. Des lettres enflammées, vendues aux enchères en 2019 pour plus de $12 000 pièce, révèlent une passion dévorante. Depuis l'hôtel Bel Air à Los Angeles, où elle promeut The Country Girl, Grace écrit « Mon chéri, le studio me garde prisonnière nuit et jour, mais mes pensées volent vers toi à chaque instant. » Dans une autre missive, elle le gronde pour sa jalousie envers Bing Crosby, « Tu m'as bouleversé au point que je pourrais mourir de chagrin. J'ai si peu d'amis ici, ne me demande pas de renoncer à leurs amitiés. » Cassini lui offre une Jaguar XK120 décapotable rouge, elle répond dans une lettre « Je préférerais une bague à une automobile, mon amour. » Il prévoit un mariage intime à New York au printemps 1955. Mais les parents Kelly s'y opposent farouchement. Oleg est divorcé, catholique non pratiquant, perçu comme un playboy cosmopolite. Margaret le traite de « gigolo italien » lors d'un dîner tendu à Philadelphie. Jacques refuse catégoriquement de payer la moindre dot et menace de déshériter Grace. La pression familiale est écrasante. Grace, loyale mais fragile, cède sous le poids des reproches et rompt les fiançailles en janvier 1955, le cœur brisé. C'est alors que le destin royal intervient comme un scénario écrit par les dieux d'Hollywood. En mai 1955, Grace est invitée au Festival de Cannes comme ambassadrice américaine pour promouvoir To Catch a Thief. Pierre Galante, rédacteur en chef de Paris Match et mari d'Olivia de Havilland, orchestre une rencontre avec le prince Régnier III de Monaco, 32 ans, l'un des célibataires les plus en vue d'Europe. Régnier règne sur une principauté minuscule de 20 000 habitants, coincée entre la France et la Méditerranée, menacée d'annexion par Paris si la lignée masculine s'éteint, conformément au traité de 1918. Son père, le prince Pierre de Polignac, a épousé la princesse Charlotte, fille illégitime du prince Louis II, et Régnier a succédé à son grand-père en 1949. Célibataire, il vient de rompre avec l'actrice française Gisèle Pascal, déclarée stérile selon les rumeurs persistantes. Il cherche une épouse catholique, fertile, et si possible célèbre pour relancer le tourisme et les casinos monégasques. La rencontre est prévue le 6 mai pour une séance photo au Palais Princier. Mais une grève générale d'électricité plonge Cannes dans le chaos. Grace arrive avec une heure de retard, en robe fleurie imprimée, sans bas, les cheveux encore humides de la douche. Régnier, en costume rayé, l'accueille avec son tigre apprivoisé dans les jardins. Il visite le zoo privé du palais, discute de cinéma, de philanthropie, de jardinage. Grace est immédiatement charmée par cet homme athlétique, cultivé, collectionneur de voitures de course. Olivia de Havilland, présente ce jour-là, se souviendra des années plus tard dans les colonnes de People, Grace était dans un état d'enchantement total, les yeux brillants, comme une adolescente. Les lettres commencent dès le lendemain. Régnier écrit des poèmes manuscrits, Grace répond avec une élégance raffinée. En décembre 1955, Régnier voyage incognito aux États-Unis sous le nom de comte de Reuil, rencontre la famille Kelly à Philadelphie lors du dîner de Noël.
Sous le sapin illuminé, il demande la main de Grace à son père. Jacques, impressionné par le titre princier, accepte. Grace dit oui. Cassini, effondré à New York, l'accuse au téléphone. L'une des raisons pour lesquelles tu épouses cet homme, c'est parce que c'est le meilleur scénario qu'on t'ait jamais proposé. Des années plus tard, dans le livre Once Upon a Time de J. Randy Taraborelli, Grace confie à son amie proche Charlotte Winston, lors d'un thé à Monaco, « Tu te rends compte que si ma mère n'avait pas été si difficile avec Oleg Cassini, je l'aurais probablement épousé? Cette seule décision a changé tout mon avenir. » Mais le mariage n'est pas qu'une histoire d'amour. C'est un contrat politique et financier savamment orchestré. Avant les fiançailles officielles annoncées le 5 janvier 1956, Grace subit un examen gynécologique complet à la clinique du docteur Pasteur à Paris pour prouver sa fertilité. Les résultats sont positifs, elle est apte à donner des héritiers. Jacques Kelly verse une dot colossale de 2 millions de dollars, l'équivalent de 25 millions aujourd'hui, moitié en cash, moitié en actions. Grace ajoute $1 million de ses propres cachets hollywoodiens. Le producteur Robert Evans, dans son autobiographie The Kid Stay in the Picture, révèle que l'idée vient en réalité d'Aristote Onassis, magnate grec du transport maritime, ami de Régnier et propriétaire de la Société des Bains de Mer qui gère les casinos monégasques. Onassis aurait convaincu Régnier lors d'un dîner à bord de son yacht Christina, la bonne épouse pourrait faire pour le tourisme de Monaco ce que le couronnement d'Élisabeth II a fait pour la Grande-Bretagne. Une star américaine, catholique, fertile, ça va remplir les caisses. Le 19 avril 1956, Monaco explose en un spectacle planétaire. 2 cérémonies se succèdent, la civile au palais princier dans la salle du trône, la religieuse à la cathédrale Saint-Nicolas. Près de 2000 journalistes couvrent l'événement, plus de presse que d'invités. MGM filme l'ensemble et le diffuse en direct à 30 millions de téléspectateurs à travers l'Europe. Grace arrive à bord du yacht américain USS Constitution, vêtue de la robe de mariée conçue par Hélène Rose, costumière chez MGM, taffetas ivory, 25 mètres de dentelle ancienne de Bruxelles, 300 perles nacrées, un voile brodé de motifs d'oiseaux et de fleurs symbolisant l'amour et la fertilité. La robe pèse 18 kilos, Grace doit être soutenue par ses demoiselles d'honneur pour marcher. Régnier porte un uniforme conçu par MGM, médaille après médaille. La demoiselle d'honneur Marée Rambaud se souvient, il y avait plus de flash que d'air à respirer. Dans l'après-guerre, ce mariage somptueux devient un symbole d'espoir, de prospérité, de conte de fées idéalisés des années 50. Leur fils, le prince Albert, confiera plus tard à People, cela a laissé une empreinte indélébile dans les esprits. Ce que cela a représenté pour Monaco, pour le monde entier, est inimaginable. Pourtant, Grace, avec son humour peint sans rire, qualifie l'événement de « carnaval du siècle » plutôt que de mariage du siècle. Selon Albert, sa mère trouva l'expérience accablante. Lors de leur nuit de noces à bord du yacht Deo Juvente 2, après cette heure de cérémonie, ils étaient tellement épuisés qu'ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre sans même consommer le mariage. La lune de miel dure cette semaine à travers la Méditerranée, escale à Capri, en Égypte, en Grèce, en Sardaigne. Mais le retour au palais princier est un choc culturel brutal. Monaco en 1956 est un village endormi de 20 000 habitants, loin du playground des milliardaires qu'il deviendra. Le biographe Geoffrey Robinson le décrit comme un trou perdu avec une plomberie digne du 19e siècle français, des téléphones qui fonctionnent une fois sur deux, et une électricité capricieuse. Grace, qui parle à peine français et encore moins le monégasque, doit apprendre le protocole royal, les révérences, les formules de politesse, les dîners d'État. Régnier, autoritaire et distant, issu d'une famille marquée par les scandales où sa mère Charlotte a eu un enfant hors mariage, son oncle Pierre était un playboy notoire, lui impose des règles strictes, pas de film, pas de travail, pas de sortie seule, pas de familiarité avec le personnel. Il interdit la diffusion de ses films à Monaco, déclarant publiquement « Je ne veux pas que ma femme travaille ». Grace supplie Alfred Hitchcock en 1962 pour le rôle principal dans Marnie. Le maître du suspense accepte avec enthousiasme. Mais un sondage commandé par le Los Angeles Times à Monaco est accablant. Une commerçante déclare sans détour « Je ne l'aurais plus respectée si elle était retournée à Hollywood, et notre pays aurait perdu en prestige ». Grace refuse le rôle, le cœur serré. Elle se tourne vers la poésie, organise des lectures publiques au palais, fonde la Fondation Princesse Grace en 1964 pour soutenir les jeunes artistes, et Amad Mondial en 1963 pour protéger les enfants en danger à travers le monde. Elle modernise Monaco, sous son impulsion, Régnier attire les stars, les yachts, les casinos, les grands prix de Formule 1. Le budget de la principauté passe de 1,5 million de dollars en 1956 à plusieurs milliards en 1982. Grace devient le visage de cette transformation, toujours élégante en Dior ou Givenchy, toujours souriante, toujours charitable. Mais le mariage est orageux dès les premiers mois. Régnier,
distant et accaparé par ses obligations, collectionne les maîtresses. La biographe Wendy Lea affirme dans True Grace que dès le premier mois après le mariage, le prince était déjà impliqué avec au moins 3 autres femmes. Grace, humiliée, se confie à sa coiffeuse personnelle, « Je sais que mon mari a des aventures avec d'autres femmes. C'est très frustrant pour moi et cela me rend très malheureuse. » Blessée, elle ravive d'anciennes flammes. Clark Gable lors d'une visite à Los Angeles, Cary Grant lors d'un gala à Monte-Carlo, et surtout Frank Sinatra, avec qui elle entretient une liaison discrète mais passionnée pendant plusieurs années, passant des week-ends secrets à Cap Ferrat dans la villa de l'acteur. L'intimité entre Grace et Régnier est rare. Le biographe J. Randy Taraborelli note que Grace parlait souvent du manque de temps seul avec son mari, elle voulait un peu d'intimité, juste tous les deux, sans protocole. Les paparazzi, voraces dès le premier jour, envahissent chaque instant. En 1982, Grace révèle à Barbara Walters sur ABC 20/20 que sa fille Stéphanie, alors âgée de 17 ans, devait se cacher dans le coffre de la Rover familiale pour aller à ses cours de gymnastique, juste pour échapper aux photographes. Les 3 enfants, Caroline née le 23 janvier 1957, Albert le 14 mars 1958, Stéphanie le 1er février 1965 grandissent plus avec leur nounou irlandaise Maureen Wood qu'avec leurs parents. Caroline confie dans le livre Albert II de Monaco, L'homme et le prince, « Pour mon frère et moi, Maureen était la figure clé de notre vie. Quand nous étions petits, nous étions probablement plus proches de notre nourrice que de nos parents. Nous pleurions chaque année quand elle partait en vacances. Albert, particulièrement proche de sa mère, comprend son sacrifice. Venir vivre ici et devoir se comporter d'une certaine manière a dû être difficile pour elle au début. Mais je ne l'ai jamais entendu se plaindre. » Régnier, lui, regrettera plus tard dans une interview, « Mon seul regret est de ne pas avoir été assez disponible pour m'occuper de mes enfants pendant leurs jeunes années. Et il est trop tard pour rattraper le temps perdu. » Grace traverse des périodes de profonde tristesse. Donald Spoto, dans High Society, The Life of Grace Kelly, cite une confidence faite à un journaliste, « Je ne m'attends pas à être heureuse et je ne cherche pas le bonheur. » Elle n'est pas constamment dépressive, mais elle connaît des vagues de solitude intense. En 1982, elle rencontre la princesse Diana lors d'un gala à Londres. Diana, alors âgée de 21 ans, se souvient plus tard, « Je me souviens de ma rencontre avec la princesse Grace et de combien elle était merveilleuse et sereine, mais il y avait de l'eau trouble en dessous, je l'ai vu dans ses yeux. » Grace laisse entrevoir les défis de l'adaptation à la vie monégasque dans une interview à 20/20, les pays méditerranéens n'acceptent pas facilement le changement. Contrairement à Diana, elle n'en parle jamais publiquement, mais ses lettres à des amis proches révèlent une femme qui se sent parfois prisonnière de son rôle. Dès son arrivée à Monaco, elle est plongée dans ses obligations royales sans même maîtriser la langue française. Elle apprend sur le tas, avec l'aide de professeurs particuliers, mais le protocole est étouffant. En 1975, une opportunité inattendue lui permet de renouer avec Hollywood. Son ancien agent Maurice Swifty Lazare la contacte avec une proposition unique. Le studio 20th Century Fox souhaite l'intégrer à son conseil d'administration, faisant d'elle la première femme à occuper un tel poste. À la surprise générale, Grace accepte. Elle veille aux intérêts des actionnaires, approuve les budgets, participe aux décisions stratégiques. Mais pour elle, l'attrait principal est ailleurs. Les réunions se tiennent à Los Angeles et à New York, lui donnant une excuse légitime pour voyager. Elle confie à Lazare, « Elles sont un cadeau du ciel. Cela me permet de m'éloigner de Monaco au moins 4 fois par an. » Régnier tolère, mais grince des dents. La malédiction des Grimaldi plane sur le couple comme une ombre ancienne. La légende remonte au XIIIe siècle. Régnier Ier, conquérant de Monaco en 1297, aurait enlevé et violé une jeune flamande qui se révéla être une sorcière. Avant de mourir sur le bûcher, elle maudit la lignée, jamais un Grimaldi ne connaîtra le vrai bonheur en mariage. Vrai ou pas, l'histoire colle à la famille comme une seconde peau. Louis Ier trompé par sa femme avec Louis XIV, Charlotte enceinte hors mariage, Pierre Playboy invétéré, Caroline 3 mariages ratés, Albert scandale sexuel, Stéphanie 5 unions chaotiques. Grace n'échappe pas à la règle. Le 13 septembre 1982, à 52 ans, elle conduit sa Rover 3500 sur la D37, la route sinueuse qui relie la propriété familiale de Rock-Agel à Monaco. Stéphanie, 17 ans, est à ses côtés. Un accident vasculaire cérébral la frappe soudainement. La voiture dévale une pente de 40 mètres près de la Turbie. Stéphanie s'en sort avec des blessures légères. Grace, en coma profond, est évacuée en hélicoptère vers l'hôpital de Monaco. Les médecins découvrent une hémorragie cérébrale massive. Malgré une opération d'urgence, elle ne reprend jamais conscience. Elle meurt le 14 septembre à 5h15. Régnier, veillant à son chevet, est anéanti. Il ne se remariera jamais. Peu avant sa propre mort en 2005, il confesse à des proches, des mots révélés publiquement en 2023 dans des mémoires familiales, «
J'ai été trop dur avec elle. J'ai sous-estimé ce qu'elle a sacrifié pour moi, pour Monaco. J'étais égoïste. Notre mariage était un partenariat, mais j'aurais dû la laisser voler plus haut. À son fils Albert, il murmure, « Ta mère était ma force, et je l'ai brisée sans le vouloir. » Ces aveux tardifs montrent un amour réel, mais étouffé par le devoir, les infidélités, le protocole. En 2025, Monaco brille sous le règne d'Albert II, marié à Charlène Wittstock depuis 2011, père de jumeaux. La malédiction semble s'estomper, Charlotte Casiraghi heureuse avec Dimitri Rassam, Pierre Casiraghi stable avec Béatrice Borromeo. Grèce reste l'icône éternelle, ses robes exposées au Victoria et Albert Museum de Londres, ses films restaurés en 4K, sa fondation toujours active. Était-ce un conte de fées ou une prison dorée? Les lettres à Cassini, les regrets murmurés, la malédiction ancestrale penche pour la prison. Mais ses enfants, son legs philanthropique, son élégance immortelle disent le conte de fées. Grèce a transformé la tragédie en grâce, la douleur en lumière. Son fantôme hante encore les couloirs du palais, serein et mélancolique. Dites-nous en commentaire, croyez-vous à la malédiction Grimaldi, ou Grèce a-t-elle brisé le sort par sa force intérieure? Si cette plongée dans les ombres et les lumières du rocher vous a bouleversé, likez cette vidéo, partagez-la partout, abonnez-vous avec la cloche pour ne rien rater des prochains secrets royaux.